So welcome everyone to the first webinar of this year, 22-23, under the general theme Culture, Technology and Society. Actually, I'm extremely honored to start the first one this year and be the moderator for this webinar. I would love Dr. Hanna Faris to have few words. As you know, he is our Dean of the Faculty of Arts and Science, and I would love a few words from him before we start this webinar. Tafadhal, Dr. Faris. Thank you, George. So welcome everyone. This is the second year of this Culture, Technology and Society webinar series. And the design of the series is for you to expand, not just learn more details, but expand your vision, see what's out there beyond what you're learning in your classes. And that's why the topics include not just technology and health, but also very, very, very important societal issues that may even directly impact you, but something that I hope that you will be helping in tackling in the future. The organizing committee includes George Deek, myself, Marcel Karam, the chair of Information Technology, and Khalil Atran, the director of HR. And they've done a fabulous job, spent a lot of time in selecting the speakers. I'm especially happy about today's speaker, not because I know her, the topic is crucial, it's really important, but this was the wish of one of the people who founded this webinar series, Gabriel Deek. And it was his wish to invite Ghada, Dr. Hatem, to this webinar series, and our daily department friend. So I'm especially grateful that our first speaker is Dr. Hatem. And without further ado, I'm going to turn it back to George to launch this webinar series, this webinar today. And thank you, Dr. Hatem, for being our first speaker in this series. Thank you, Dr. Faris. Our webinar today will be with Lebanese French person who masters 3 languages or speak 3 languages. So you feel free to ask your questions in any language you feel, one of the 3 languages. Dr. Ghada Hatem Ganser is a gynecologist, obstetrician, and former head of clinic in Paris. She was born in Lebanon. She's a student of the Grand Lycée Franco-Libanais of Beirut. She moved to Paris in 1977 to become a medical doctor. After serving as head of department at the Blouet Maternity Hospital in Paris, she moved to Bejan Military Hospital, where she joined then she joined the De La Fontaine Hospital in Saint-Denis in Paris as well in 2010. And she's actually the head of the gynecology obstetrics department. Dr. Hatem is convinced that violence against women has an impact on their health. She founded in July 2016 La Maison des Femmes de Saint-Denis, the first care structure dedicated to the holistic management of violence. In 2021, she created the Restart Collective, which brings together 10 existing or emerging women's houses whose objective is to share good practices and to support new structures, including the financial aspect. Several foundations and private patrons have chosen to invest in this initiative alongside the collective. Dr. Hatem presentation title for today is Another War, Combating Violence Against Women and Children. Dr. Hatem, it's my honor to introduce you. The floor is yours. Thank you, George. So first of all, let me apologize because I will speak in French. My Arabic is actually poor.
I left my country more than 40 years ago. And my English is not subtle enough, I think, to develop all what I think about violence. Anyway, I'm really, really ému to be there because I promised my very old friend, Gabi, to make this webinar. Gabi died this year, and it was really, really shocking for us, all his old friends. So I have a special thing for him. And now I'll move to French and try to share with you what I learned, because the consequences of violence, I didn't learn that during my scholarship or my medical lessons. I learned that with my patients. Et donc, j'ai choisi comme titre « La guerre la plus longue ». Ce n'est pas moi qui ai inventé ce titre, c'est un titre du monde diplomatique. Et j'ai trouvé que pour un pays qui est en guerre depuis si longtemps, il y avait comme un écho à partager. Alors, de quoi il s'agit? J'ai essayé de voir, je ne connais plus très bien la société libanaise, et j'ai essayé de voir de quoi les journaux libanais pouvaient bien parler à ce sujet. Et je me suis aperçue que c'est un sujet qui était réellement adressé, qu'on trouvait beaucoup de choses dans la presse locale, et notamment ce titre qui montre bien que nous parlons de la même chose, la longue lutte pour les droits de la femme libanaise. Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, droits et violence sont deux thématiques intimement liées. Alors bien sûr, tout ça vient de loin, et nous avons, les Nations Unies ont établi des objectifs pour le développement durable que nous sommes supposés atteindre dans pas longtemps. Et malheureusement, on est très loin de les atteindre, et notamment l'objectif numéro 5, qui traite de l'égalité des sexes et de pourquoi c'est important. Et en fait, c'est important non pas uniquement pour les femmes, je pense que c'est important pour les hommes, pour les enfants et pour la société tout entière. Et quelque chose que Flora Tristan, qui est une des premières féministes françaises, née en 1803, donc c'était il y a quand même un certain temps, expliquait très bien. Elle disait « l'homme le plus opprimé ». Et bien sûr, il peut être opprimé par son patron, par la société, par sa famille, a toujours une issue. Il peut opprimer quelqu'un qui est là, qui est presque payé pour subir, c'est sa femme, et c'est quelque chose qui est perpétué de génération en génération, de culture en culture, et dont on a beaucoup de mal à se sortir. Alors, bien sûr, tant qu'on n'a pas de chiffres, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Et aujourd'hui, nous disposons dans le monde de chiffres qui sont plutôt angoissants. On sait que 30% des femmes dans le monde subissent des violences domestiques. On sait aussi qu'une femme meurt toutes les minutes en accouchant, et les féministes un peu extrémistes disent que si c'était les hommes qui accouchaient, il y a longtemps, que cette question de santé publique serait résolue. Évidemment, elles meurent dans les pays en voie de développement, pas partout, mais la mortalité maternelle reste un fléau à combattre. Il y a encore 900 millions de personnes illettrées dans le monde, mais 2/3 d'entre elles sont des femmes. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'en général, lorsqu'on a le choix entre donner de l'éducation à sa fille ou donner de l'éducation à son fils, on va choisir le fils. Sur un autre sujet qui est moins connu au Liban, l'excision, eh bien, une petite fille est excisée toutes les 5 secondes dans le monde, et 500 000 femmes excisées vivent en Europe. Alors, je fais juste un petit stop sur l'excision. C'est un sujet que je ne connaissais pas. Au Liban, on ne connaît pas l'excision. Et pourtant, j'ai découvert à la faveur d'un film magnifique que je vous recommande et qui s'appelle Dounia, un film fait par une Libanaise qui se passe en Égypte. Et j'ai découvert dans ce film que, c'était il y a 30 ans, 98% des Égyptiennes étaient excisées. Et nous, Libanais, qui avons beaucoup d'amis et de connexions en Égypte, nous ignorons totalement ce fait. C'est un secret très bien gardé. Et ce que ça dit, c'est que toutes les cultures et toutes les religions sont concernées. Enfin, il y a encore 4 millions de femmes qui sont vendues chaque année à des marchands d'esclaves
ou à des maris, puisque les mariages forcés existent. Hélas, je l'ai découvert au Liban également. Alors, il y a une chose qu'on m'oppose toujours. On me dit, mais oui, mais quand même, c'est pour les pauvres, c'est chez les pauvres, c'est chez les migrants, chez les gens pas éduqués. Et je voudrais vous détromper. Toutes les catégories socio-professionnelles, tous les pays, toutes les cultures partagent malheureusement cette triste réalité qui est la violence dans la famille, la violence faite aux femmes et aux enfants. Aujourd'hui, en France, en Europe, la violence commise par quelqu'un qui est supposé vous protéger, à savoir votre mari, est une circonstance aggravante et elle est plus sévèrement punie. De même, les violences faites aux enfants par des gens qui sont supposés les protéger, leurs parents, leurs profs, leurs directeurs spirituels, est aussi plus sévèrement punie parce que c'est une circonstance encore bien plus grave. Ce qui nous fait dire aujourd'hui que la maison est probablement l'endroit le plus dangereux pour les femmes et pour les enfants. Et c'est complètement contre-intuitif, mais lorsque vous êtes enfermé, et je pense notamment à à la pandémie de Covid, lorsque vous êtes enfermé avec votre agresseur, que vous êtes un enfant et que vos parents vous frappent, que votre père vous viole, eh bien, vous êtes encore plus en danger que partout ailleurs dans le monde. Alors, on n'a pas découvert la violence au XXe siècle, ni au XXIe siècle. Il y a bien longtemps que des penseurs, des philosophes se penchent sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on a toujours considéré le sexe féminin comme le sexe faible, le sexe qui n'est pas assez compétent, dont le cerveau serait peut-être différent, alors que, et John Stuart Mill le dit très très bien, il n'y a aucune raison, ni anatomique, ni autre, pour étayer cette différence. Et pour lui, comme pour nous, eh bien, les privilèges devraient être partagés par les deux sexes de manière totalement égale. Alors, bien sûr, on a besoin de plus de chiffres. Je ne connais pas les chiffres au Liban, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, depuis quelques années, on fait de vraies enquêtes et on interroge les gens. Et la première enquête, c'était l'enquête ENVEF, donc enquête sur les violences faites aux femmes, qui nous a permis d'avoir toutes ces données. 223 000 femmes entre 18 et 75 ans sont victimes de violences physiques, sexuelles, par leur partenaire actuel ou ancien, et seulement 14% d'entre elles déposent plainte. Et je ne sais pas combien de femmes déposent plainte au Liban, mais à mon avis, on ne doit pas tellement être mieux accueillis dans un commissariat au Liban qu'on ne l'est en France. Et je pense que les commentaires du style vous êtes sûr que vous ne l'avez pas cherché, comment est-ce que vous étiez habillé, vous êtes sûr que vous n'avez pas donné à cette personne le sentiment que vous étiez tout à fait d'accord pour être violée. Je pense que ces commentaires, on les retrouve un peu partout. De même que d'autres commentaires qui font tout aussi mal, à savoir, mais madame, vous n'allez quand même pas envoyer votre mari en prison, votre place est à ses côtés. Combien de familles, ici et là, tiennent ce genre de propos à leur fille en intégrant l'idée qu'elle va peut-être mourir sous les coups de son mari, mais que finalement, l'ordre dans la société passe aussi par là et qu'il n'est pas question de déserter son foyer. Et ça, c'est quelque chose qui pèse énormément sur les femmes parce qu'elles ne se sentent ni écoutées ni soutenues, évidemment. Une femme est violée toutes les 7 minutes et on a toujours ce fantasme qu'on est violé dans un parking par un inconnu. Alors en fait, la plupart du temps, la femme connaît son agresseur, c'est souvent quelqu'un de son entourage, et dans 37% des cas, c'est son conjoint. Donc, ça nous ramène à cette idée de violence à domicile et d'insécurité totale. Et le problème de la violence sexuelle, c'est qu'elle génère chez les victimes des sentiments terribles, des sentiments de honte, des sentiments de culpabilité. Et je me souviens, quand j'étais adolescente, j'étais encore au Liban, j'avais 15 ans, j'étais à Hamana, le village de ma famille, et des femmes avaient été violées par des soldats. Et en fait, le village bruissait du bruit de ces viols. Il n'y avait aucune compassion pour ces filles. Leur famille se sentait complètement honteuse et déshonorée, mais personne ne se demandait qu'est-ce que ces filles avaient vécu, dans quel état elles étaient et comment on pouvait les aider. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marquée et 40 ans après, je m'en souviens encore parfaitement.
En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. En Russie, 16 femmes meurent tous les jours. Alors évidemment, la population russe est beaucoup plus importante, mais quand même. En France, 70 000 jeunes filles mineures sont mariées de force. Alors évidemment, en 100 ans, les lois ont changé la face du monde de manière radicale, et notamment en France, avec l'obligation d'aller à l'école pour les filles et les garçons, le droit de vote, la possibilité d'ouvrir un compte en banque, qui n'est pas si vieille que ça, l'accès à la contraception en 67, l'avortement légal en 75, la définition légale du viol en 80, l'égalité dans les professionnels, et puis quelque chose qui en dit long. On a longtemps en France parlé de l'autorité paternelle, et aujourd'hui on parle plutôt de la responsabilité parentale, qui est un concept nettement plus intéressant. Enfin, on a aligné l'âge légal du mariage pour les filles et les garçons il n'y a pas très longtemps. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui se passait au Liban, dont je ne connaissais rien sur cette thématique. J'ai découvert que les femmes avaient eu le droit de vote et d'être éligibles en 1953, que, alors dans les communautés, parce que j'ai cru comprendre que les lois communautaires sur la succession étaient extrêmement diverses, mais que dans les communautés non mahométanes, l'égalité entre les filles et les garçons pour l'héritage ne datait que de 1959, qu'il y avait eu une femme juge en 1969, qu'en 1974, on pouvait travailler sans la permission de son mari, que le témoignage d'une femme était reconnu à la même valeur que celui d'un homme en 93, et que c'est en 94 que les femmes mariées pouvaient avoir des activités commerciales. Donc, il y a eu aussi des progrès au Liban, et j'en suis absolument ravie, mais on est encore loin du compte. J'ai repéré d'autres choses, notamment ce fameux article 522 du Code pénal, qui est une honte, et qui disait que si un homme qui avait violé une jeune fille acceptait de l'épouser, eh bien, il n'était plus coupable de rien. Comment est-ce qu'on peut accepter une loi pareille, et comment est-ce qu'on peut accepter qu'une jeune fille épouse son violeur sans que ça dérange personne? Ce sont encore des situations extrêmement choquantes. Et j'ai découvert, là, je ne savais absolument pas, qu'une hotline pour dénoncer la violence domestique avait été créée au Liban en 2018, et ça, c'est tout à fait remarquable. Le Liban a rejoint la conférence de Pékin, qui est la plus importante manifestation en faveur du droit des femmes en 1995, et a ratifié cette convention. La Turquie a voulu se retirer de cette convention l'année dernière, ce qui a extrêmement choqué la communauté européenne. Voilà, je vous passe toutes ces choses-là que vous retrouverez facilement, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir qu'il y avait au Liban un activisme en faveur du droit des femmes qui était resté vivace malgré la guerre et malgré tous les drames que nous avons traversés. Il y a beaucoup d'articles en fait sur ce sujet, et je vous en ai extrait quelques-uns, et notamment la question des féminicides, qui est une question essentielle. Je me suis aperçue qu'elle était particulièrement traitée aussi au Liban, et cet article de Leila Awada est remarquable. Je ne vais pas vous le lire, hein, on a mieux à faire, mais vous pouvez tout à fait vous y référer. Il faut savoir que le mot féminicide est un mot un peu inventé. Il signifie tuer une femme parce qu'elle est une femme. Bien sûr, si vous êtes dans une voiture et qu'on tire sur la voiture et qu'une femme meurt, ce n'est pas un féminicide. Mais si on vous tue parce que vous êtes une mère ou une épouse, oui, là, nous sommes dans des cas de féminicide. Et il y a eu un grand débat en France pour savoir si on adoptait ce mot ou si c'était inutile. Et en fait, je pense que c'est utile, parce que ça permet aussi de dire de quoi on parle et de compter les mortes. Et aujourd'hui, il y a des associations en France qui comptent systématiquement les mortes. Il y a environ 130 femmes qui meurent chaque année en France, tuées par leur conjoint. Alors, évidemment, comme partout dans le monde, il y a eu 30% de violences en plus pendant le confinement, et j'ai vu que le Liban ne faisait pas exception à la règle, et qu'il y avait eu aussi des manifestations pour dénoncer cet état de fait. Il y a des articles de fond aussi, et notamment celui-ci qui est assez récent, publié par les Nations Unies sur la lutte pour l'égalité des sexes au Liban,
auquel je vous conseille de vous référer. Et j'ai trouvé cette petite bande dessinée tout à fait sympathique avec Zalfa, une figurine dessinée par l'association CAFA qui fait un travail remarquable au Liban pour lutter contre les violences faites aux femmes et qui donne aux femmes des petits tips pour savoir quoi faire lorsqu'on est victime. Évidemment, aujourd'hui au Liban, de ce que j'ai compris, les choses ont beaucoup de mal à changer et que, d'après une étude faite par l'association Abad, 96% des femmes qui ont vécu des violences intrafamiliales au Liban disent ne pas avoir témoigné à ce sujet. Et elles disent en général, bah, c'est pas le moment, il y a d'autres priorités, il y a des choses plus graves. Et comme souvent pour les femmes, la famille est prioritaire et la santé, comment dire, l'intimité des femmes passe toujours en second lieu. Alors, moi, comme Georges vous l'a dit, je suis gynécologue accoucheur, donc je travaille exclusivement avec des femmes et je les soigne, c'est mon métier. Et au fur et à mesure de mes consultations, ça fait donc presque 40 ans que j'assure des consultations, j'ai découvert que même en France, même en Europe, les femmes étaient encore très régulièrement confrontées à beaucoup, beaucoup de violences. Alors bien sûr, il y a ces fameuses violences traditionnelles et toutes ces traditions néfastes qui sont encore très vivaces dans le monde. Alors évidemment, je vous ai mis des photos de choses qui sont devenues assez rares. On ne parle plus des pieds des Chinoises qui ont longtemps été emprisonnées dans des chaussures trop petites au prétexte que c'était joli, et en fait, c'était parce qu'on ne peut pas courir quand on a les pieds complètement recroquevillés dans des petites chaussures. Donc, c'est extrêmement pratique pour vos agresseurs. Il y a aussi des traditions horribles comme de chauffer les seins des jeunes filles avec des pierres brûlantes, parce que dès qu'une jeune fille a les seins qui apparaissent, elle est potentiellement, elle va exciter les hommes, ça va être sa faute. Donc, détruisons ses seins, c'est beaucoup plus simple. Ou bien bandons-les, comme ça, ils ne vont pas sortir et elle ne va pas aiguiser la concupiscence des hommes. Il y a aussi toutes ces femmes girafes à qui on met de très, très, très jolis colliers autour du cou, mais ce qui rend leur cou extrêmement fragile et les met aussi en position de victime. Et puis, je voulais vous montrer cette petite œuvre d'art qui me touche beaucoup. C'est une artiste française qui a voulu montrer la part des femmes qui manquent dans le monde. Vous le savez certainement, aujourd'hui, dans les pays d'Asie, avec la loi sur l'enfant unique, beaucoup de familles essaient de connaître le sexe de leur enfant à l'avance et demandent un avortement si c'est une petite fille, voire pratiquent un infanticide de petite fille à la naissance, parce que dans pas mal de cultures, et dans la nôtre aussi, je pense, avoir une petite fille, c'est soit une catastrophe, soit quand même nettement moins bien que d'avoir un petit garçon. Et la dernière photo représente l'excision dont je vous ai déjà parlé. Alors, qu'est-ce que j'entends dans mes consultations qui me fait parfois voir très, très rouge? Eh bien, par exemple, cette question de la virginité, le fait d'être obsédé par son hymen au point de demander une réparation chirurgicale parce que la famille du conjoint, le conjoint, ne supporte pas l'idée de ne pas être le premier. Et il y a aussi des pratiques qui consistent à faire des certificats, et les femmes, malheureusement, n'osent pas du tout avouer à leur nouveau conjoint qu'elles ont déjà connu l'amour, qu'elles ont déjà eu des rapports. Et quand je leur demande: «Et votre conjoint, il est vierge?» La réponse est toujours la même: «Mais non docteur, vous pensez bien, c'est un homme, il a des besoins». Et cette idée que les femmes n'ont pas de besoin, pas de désir, et qu'elles ne sont que l'objet du désir des hommes, reste quand même extrêmement prégnante dans toutes les sociétés. Et ça induit aussi des choses qui sont très, très mauvaises pour la santé des femmes. En Dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la pratique du sexe anal est extrêmement développée, dans cette idée que si on a un rapport, par sodomie, eh bien la femme est quand même vierge, son hymen est préservé. On en arrive à tordre complètement le raisonnement et finalement, eh bien, avoir un sexe anal quand on n'en a pas envie, quand ce n'est pas fait avec beaucoup de précaution, ça provoque des lésions, des fissures et des choses extrêmement désagréables pour les femmes. Et pourtant, c'est une pratique qui est très, très, très répandue. Alors, je vais vous parler de l'avortement. Je sais que l'avortement est encore interdit au Liban et
personnellement, je trouve que c'est un drame parce que le nombre de grossesses non désirées reste extrêmement important. En France, il y a 220 000 avortements chaque année. Ce chiffre ne baisse pas, ce qui montre bien que malgré l'accès à la pilule, malgré tout, le nombre de grossesses non désirées, et parfois elles ne sont pas désirées parce qu'elles sont issues d'un viol, parce qu'elles sont dans un couple violent, reste important et qu'on ne peut pas juste ne pas considérer ce sujet. Et j'aime beaucoup cette affiche du planning familial qui dit, elle a au moins 40 ans. C'est quand même plus chouette de vivre quand on est désiré. Le nombre d'enfants maltraités est là pour nous le rappeler tous les jours. Il y a un chiffre que je ne vous ai pas donné, je ne connais pas ce chiffre au Liban, mais en France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Et ça, c'est un chiffre aussi qui doit nous faire réfléchir à la prise en charge qu'on offre à des familles qui sont en difficulté et qui sont dans l'incapacité d'offrir un foyer sécurisant. Les mariages forcés, ça c'est une vidéo libanaise qui est assez violente. On voit cette petite fille épouser son grand-père quasiment. Et c'est une vidéo qui circulait pas mal il y a quelques années. Et c'est aussi des choses que je rencontre dans mes consultations avec des femmes qui me disent ben, mon père m'a promis en mariage, il a des dettes, et en fait, je suis la façon dont il va régler sa dette. L'excision, juste pour vous rappeler que c'est une pratique pharaonique, donc il y a plus de 5000 ans, et qu'elle continue à être réalisée très fréquemment dans le monde. En Égypte, on a un peu progressé. Aujourd'hui, on est passé de 98% à 82%, je crois. C'est une bonne nouvelle. Et en même temps, en Égypte, il y a des cliniques. Aujourd'hui, on le fait de manière médicale, parce qu'avant, on disait vous êtes des barbares, vous coupez les femmes sans anesthésie, sans antibiotiques. Et la réponse a été, la vraie mauvaise réponse, pas de problème, on va faire ça à l'hôpital, sous anesthésie et avec des antibiotiques. Les viols et les agressions sexuelles sont absolument monnaie courante dans ma consultation. Les autres sujets de santé, comme par exemple la strangulation est un sujet très, très important parce qu'on sait qu'une femme qui a subi 5 tentatives de strangulation, une tentative de strangulation, pardonnez-moi, a 5 fois plus de risque de mourir sous les coups de son conjoint que s'il n'y a pas eu de tentative de strangulation. Donc, il est extrêmement important de dépister ça. Et il y a plein de petits signes, que ce soit autour du cou, que ce soit les vaisseaux qui ont explosé dans les yeux, les hématomes, etc., pour pouvoir le dépister et être vigilant. Alors, j'aime beaucoup cette exposition de photos qui est le fait d'une Américaine qui s'appelle Stéphanie Sinclair et qui a sillonné un peu la planète. Elle, son objet, c'était le mariage forcé. Son expo s'appelle Too Young to Wed. Et elle a pu observer dans plein d'endroits dans le monde ces mariages forcés, y compris la photo de gauche est aux États-Unis, c'est une communauté de Mormons. Et ces photos, je vous engage à les voir, elles sont absolument bouleversantes. Et au fur et à mesure, elle a fait d'autres photos, elle a identifié d'autres violences. Et là, elle a voulu illustrer, alors pardonnez-moi, ces photos sont un peu horribles, mais en même temps, si on ne sait pas de quoi on parle, on passe à côté. Les crimes d'honneur, et je sais qu'il y en a encore dans notre région du monde, les crimes d'honneur, on va pouvoir soit tuer, soit balancer de l'acide sur une femme parce qu'elle n'a pas fait exactement ce que la famille attendait d'elle. Et il y a encore beaucoup d'endroits où on trouve ça normal et mérité. Alors, juste un petit clin d'œil, parce que je suis très attachée à la laïcité. Je pense que c'est aussi la laïcité la meilleure amie des femmes. Parce que, comme le dessinateur Luz, qui a illustré le propos, je pense que toutes les religions sont liberticides pour les femmes et que, globalement, tout le monde est d'accord pour lui accorder la place qu'elle a aujourd'hui. Alors, Christine Ledoiré est une féministe française qui est très attentive aussi à ces questions de culture. Et ce qu'elle dit, c'est que renvoyer les femmes à leur religion, à leur tradition, à leur communauté, à leur culture, les isole complètement du reste du monde et retarde l'émancipation de toutes les femmes. Et je crois que c'est une mission collective que nous devons nous donner, d'être extrêmement attentifs à ces questions. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous dire 2 mots de choses qu'on confond systématiquement, c'est-à-dire le conflit et la violence.
Simplement que dans un conflit, les deux parties sont égales, il y a de la démocratie, chacun donne son avis, on trouve un accord. Alors que dans la violence, c'est la dictature, c'est la domination, il n'y a pas d'accord et c'est toujours le même qui gagne. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est évidemment la violence et non pas le conflit. Alors, il y a deux concepts qui sont extrêmement importants à connaître quand on veut s'intéresser à ce sujet. C'est la stratégie de l'agresseur et le cycle de la violence. Et je vais vous en dire deux mots parce que sans ça, on n'a aucune clé de lecture. Les agresseurs, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, agissent toujours de la même manière. Ils commencent par repérer une victime dont ils perçoivent, parce qu'elle a une petite fragilité liée à des difficultés dans son enfance, par exemple, qu'elle pourrait être la victime idéale. Et ils commencent par l'inonder d'amour. Les anglo-saxons appellent ça love bombing. Et c'est des déclarations, des cadeaux, des fêtes. Évidemment, personne ne va commencer une relation par de la violence parce que la relation s'arrêterait immédiatement à la première gifle. Alors que là, pas du tout, c'est très progressif. Et une fois que cette femme est très attachée, qu'elle pense qu'elle est tombée sur le prince charmant, progressivement, on va l'isoler. On va l'isoler de ses amis, on va l'isoler de sa famille, avec des phrases très, très fortes. Mais ma chérie, tu n'as pas besoin de tes amis, je suis là, on est tout l'un pour l'autre. Donc non, tu vas pas sortir avec tes copines ce soir, regarde, je t'ai préparé un dîner. Ou alors, non, on va pas aller voir tes parents encore une fois, on les a vus le week-end dernier, ta famille, elle me fatigue. Restons ensemble, ma chérie. Ça peut être aussi, bon, tu sais, je gagne bien ma vie, tu pourrais arrêter de travailler, n'est-ce pas? Et puis pour les enfants, on va les vivre à la campagne, à la montagne. C'est pas bien l'air de la ville pour eux. Et petit à petit, cette femme va être complètement isolée de ses amis, de ses soutiens. Elle va se retrouver dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Parfois, elle ne conduit pas. Et là, le scénario est en place. Et puis, on va la dévaloriser petit à petit. Écoute, ouais, tu t'es acheté une jolie robe. Mais en fait, elle te va pas du tout, cette robe. Tu devrais pas t'acheter des robes quand je suis pas là. Il y a que moi qui sais comment tu dois t'habiller. Ou alors, tu sors de chez le coiffeur. Tu as payé 500, je sais plus le cours de la livre, excusez-moi, pour, cette tête-là. Mais n'importe quoi. Si vous avez ça à longueur de journée, même si vous avez fait des études supérieures, au bout de quelques mois, vous pensez vraiment que vous ne valez rien et c'est extrêmement facile à obtenir comme résultat. Et puis ensuite, instaurer la peur à la maison. On ne sait jamais quand cet homme va rentrer, s'il va être gentil, si ça va être un bouquet de fleurs, si ça va être une claque, s'il va casser les assiettes. Et cette incertitude, en fait, fait qu'on est tout le temps en train de sécréter des hormones de stress. Et ces hormones de stress ont un impact catastrophique sur la santé, on en reparlera. Enfin, il va inverser la culpabilité. Si tu étais plus gentille, plus sexy, meilleure cuisinière, que sais-je, je ne m'énerverai pas. C'est pour ça que je m'énerve, c'est ta faute. Et enfin, cet homme, vous l'avez croisé, nous le croisons tous les jours, nous dînons avec lui et de temps en temps, il se laisse aller à dire des choses pas très sympathiques à sa femme et nous avons le nez dans notre assiette et nous ne disons rien parce que cet homme, c'est le copain le plus drôle, le voisin le plus sympa, le collègue le plus gentil et on n'arrive pas à croire. Et lorsque sa femme dit: «Vous ne savez pas ce que je vis à la maison», personne ne l'écoute. Donc cette stratégie, elle est la même, elle fonctionne tout le temps. Et lorsque je suis avec des femmes, dans un groupe de femmes où on essaie de faire circuler un peu la parole, ce qui est très amusant, c'est qu'elles disent: «On dirait que tu as épousé mon mari». En fait, non, elle n'a pas épousé ton mari, sauf que tous les maris du monde, hélas, appliquent cette stratégie et qu'elle fonctionne extrêmement bien. La deuxième chose qu'il faut connaître, c'est ce fameux cycle de la violence. C'est-à-dire que la violence, elle se répète et ce cycle est aussi le même un peu partout dans le monde. Ça commence par, je vous ai dit, le grand amour et ensuite une petite période de tension. Et lorsque la tension monte tout doucement, eh bien, la femme, petit à petit, commence à se dire: «Non mais ce n'est pas possible, il va se passer quelque chose, j'ai peur, mon Dieu». Et puis, à un moment donné, la tension va exploser en crise. La femme va subir de la violence verbale, sexuelle, physique, psychique. Elle est en colère. Et à ce moment-là, l'homme ressent qu'il est allé trop loin. Il sent que cette femme va peut-être aller déposer plainte ou se réfugier dans sa famille. Et là, il va se justifier, il va complètement lui retourner
retourner le cerveau et il va devenir adorable. C'est ce qu'on appelle la lune de miel, ce n'est pas un mot très adapté. Et la femme va se dire, mais qu'est-ce que je suis bête, en fait, il n'y a que lui qui m'aime. Comment est-ce que j'ai pu imaginer 5 minutes aller le dénoncer à la police? Je reste. Et là, c'est gagné. Donc, elle reste. Si elle est allée déposer plainte, elle va retourner chez les policiers. Elle va dire, écoutez, non, non, je retire ma plainte. J'étais énervée hier, j'étais fatiguée. Ça va très bien à la maison, merci beaucoup. Et le cycle va recommencer. Le problème, c'est que 3 mois après, ça va recommencer. Elle va retourner à la police. Elle va ensuite retirer sa plainte. Ce qui fait que les policiers vont lui dire, écoutez, madame, vous ne savez pas ce que vous voulez. Là, ça suffit. Vous faites perdre notre temps. Et vont arrêter de prendre ces plaintes. Ces cycles-là vont être de plus en plus rapides, de plus en plus violents et vont se terminer très souvent par la mort de la femme, lorsque rien n'est fait. Alors bien sûr, il y a plein de sujets qui aggravent, qui sont des facteurs déclenchants des violences. S'installer avec son petit ami peut être un de ces facteurs. L'arrivée d'un enfant, 30% des violences commencent à la première grossesse. Le fait que quelqu'un dans le couple ait une addiction quelconque, drogue, alcool ou autre. Le fait qu'il y ait des problèmes professionnels chez le conjoint. Le fait que la partenaire soit plus autonome. Lorsqu'une femme gagne mieux que son mari, c'est quelque chose qu'il faut interroger parce que c'est une petite vulnérabilité. Lorsque, évidemment, il y a des troubles psychologiques importants. Et quelque chose sur lequel je voudrais vraiment attirer votre attention, lorsque les partenaires ont été victimes de violences dans leur enfance. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'avoir subi de la violence va nous transformer soit en victime, soit en agresseur. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on casse ce cercle vicieux, parce que ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Un enfant qui a vu son père violenter sa mère toute son enfance, c'est pas un enfant qui va bien, mais c'est un enfant qui a intégré une chose, c'est que papa est plus fort que la police. Et que même quand papa tape maman et que la police vient, ben la police ne fait rien à papa. Et quand je serai grand, je veux être aussi fort que papa. Donc, vous voyez comment ces modèles agissent. Et lorsque une petite fille, par exemple, a subi de la violence sexuelle quand elle était petite, elle va être une proie idéale quand elle sera adulte. La séparation est un moment de très, très, très grand danger, parce que c'est très souvent là que les hommes tuent. Ils préfèrent avoir une femme morte qu'une femme qui n'est plus leur objet. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être très, très vigilant quand on est médecin ou quand on est policier ou dans toutes ces autres circonstances. Alors, ce qu'on dit la plupart du temps, c'est « mais elles doivent aimer les coups, ces femmes, c'est pas possible, sinon elles seraient parties ». Chacun pense que lui-même se sortirait très, très, très bien de cette situation. Mais en fait, on oublie plein de choses. On oublie que ces victimes vivent dans la peur, dans la honte et dans la culpabilité. On oublie combien c'est difficile de partir. On oublie que les filles, notamment, ont été élevées dans tu vas sauver le monde et tu vas sauver ton mari. Et donc, elles ont toujours l'espoir qu'en étant plus gentilles, plus ceci, plus cela, il va changer, il va devenir merveilleux et leur vie va être exactement celle qu'elles avaient rêvée. Elles ont peur de perdre leurs enfants, elles ont une pression familiale énorme. C'est difficile de partir quand on n'est pas autonome financièrement. Elles savent que personne ne les croira, elles n'ont pas confiance en elles, et tout ça est très compliqué. Et donc, ça maintient les femmes au domicile avec leur agresseur. Alors, sans vous faire un cours de médecine, je voudrais simplement partager avec vous cette notion que moi j'ai découverte quand je me suis intéressée à ce sujet. C'est que la violence a des conséquences dans tous les domaines. Elle a des conséquences physiques, évidemment, que ce soit des bras cassés, des bleus, des mâchoires écrasées. Ça se voit. La conséquence physique la plus importante étant évidemment la mort, mais il peut y avoir aussi des séquelles définitives. Par exemple, être tétraplégique parce que votre mari vous a poussé du 2e étage et que vous n'êtes pas très bien tombé. Ça ne va pas être compté avec les morts, mais voilà une femme dont la vie est un peu fichue et qui ne sera plus jamais autonome. Il y a des conséquences psychologiques, c'est des conséquences qu'on connaît aussi dans les pays de guerre, puisque c'est exactement les mêmes conséquences que quand on a vécu sur un terrain de guerre, sur un terrain d'ultra-violence. C'est la dépression, c'est les insomnies, c'est le fait d'être sur le qui-vive en permanence, le fait de par moments être complètement déconnecté de la réalité, tout ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique et que les Américains ont très très bien documenté avec les vétérans du Vietnam. Et les Américains se sont intéressés à cette question quand ils se sont aperçus que
eh ben, les vétérans du Vietnam mouraient plus par suicide que lorsqu'ils étaient sur le champ de bataille. Et en fait, ces gens avaient vu tellement d'horreurs qu'ils étaient dans cet état de stress infernal et dont le suicide leur semblait être la seule issue. Il y a des conséquences dans la vie sexuelle et reproductive, des grossesses non désirées, mais aussi le fait de transmettre des maladies sexuellement transmissibles comme le sida notamment. Les fausses couches. On sait aujourd'hui que des fausses couches sont provoquées par la violence, mais que les femmes ne vont pas dire ce qu'elles ont subi à la maison. On va penser que c'est une fausse couche qu'on ne comprend pas. En fait, on la comprend. Il y a toutes les maladies chroniques, soit parce qu'elles sont mal équilibrées, parce que le conjoint ne laisse pas sa femme consulter, cache ses médicaments, soit parce que la sécrétion répétée d'hormones de stress va aggraver des maladies ou provoquer des maladies notamment auto-immunes comme le lupus, l'endométriose ou d'autres. On sait que certains cancers sont dus à la violence. Des conséquences sociales, l'isolement, l'appauvrissement. Et bien sûr, on en a parlé, des conséquences sur les enfants. Et c'est là où je pense qu'il faut être d'une extrême vigilance parce que les enfants, c'est la prévention et c'est l'avenir. Et les enfants co-victimes, aujourd'hui on ne dit plus enfants témoins de violence, en France on dit co-victimes parce qu'on sait que même si papa ne t'a pas tapé, ça va mal. Et les imageries qu'on fait du cerveau montrent que les femmes et les enfants qui ont subi des violences ont des choses extrêmement visibles sur les IRM cérébrales qui sont très, très parlantes. Aujourd'hui, on ne dit plus ce qu'on a longtemps dit, qu'un père violent, un mari violent pouvait être un bon père. Un mari violent ne peut pas être un bon père. Et aujourd'hui, la France a introduit une notion extrêmement importante qui était la déchéance de paternité. Pendant longtemps, on a estimé qu'un enfant, même si son père avait tué sa mère, devait encore aller rendre visite à son père en prison. Son père devait pouvoir donner son avis sur son éducation. Aujourd'hui, on sait que c'est catastrophique et qu'il ne faut surtout pas le faire. Alors évidemment, ces victimes, elles ont besoin de plein de choses, de soutien dans tous les domaines, somatiques, psychiques, corporels, social, judiciaire, réinsertion. En France, on a publié des recommandations pour tous les professionnels de santé, qui va du médecin au kiné en passant par le dentiste, pour comment repérer les femmes victimes de violences au sein du couple. Parce que si on ne pose pas la question, personne ne vous en parle. On sait aujourd'hui, nous médecins, que nous devons interroger nos patientes pour savoir ce qu'elles vivent. Nous devons interroger aussi nos patients parce que certains patients ont vécu des choses horribles dans leur enfance et qu'il est extrêmement important qu'ils aient un espace pour en parler. Donc voilà à peu près tout ce qu'il faut pour sortir une femme de cette violence. C'est pour ça qu'il y a 6 ans, je vous en parle rapidement, j'ai créé ce lieu qui s'appelle la Maison des femmes, qui répond à ce questionnement et qui accueille environ 5000 femmes chaque année. On s'occupe d'à peu près tous les champs de la violence, que ce soit les mutilations sexuelles, les grossesses non désirées, les violences, l'inceste. On a une approche corporelle extrêmement importante. Quand votre corps a été maltraité, c'est aussi lui qu'il faut remettre en forme au travers du karaté, de la danse et de tout un tas d'autres activités que vous voyez ici. On a une permanence de police. Toutes les semaines, on a des policiers qui viennent prendre les plaintes de nos patientes et ça se fait évidemment avec beaucoup plus de bienveillance que dans un commissariat. On a des super bénévoles qui accompagnent nos femmes pour leurs droits, pour l'accès à des avocats et à la justice. On s'occupe des enfants aussi parce que les femmes sont souvent mères et qu'il faut pouvoir prendre en charge leurs enfants. On fait beaucoup, beaucoup de formations. On fait de la prévention dans les lycées et les collèges. Et on est de plus en plus sollicité parce que ce sujet, en Europe, mais je pense au Liban aussi, est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Depuis peu, on a un lieu d'hébergement parce que si on ne sait pas où aller, ben, on ne peut pas s'en sortir. On a un lieu qui est dédié aux jeunes femmes parce qu'on espère qu'elles pourront reprendre leur vie en main, reprendre des études, devenir autonomes. Et on essaie de se battre un peu avec les pouvoirs publics pour envoyer des messages de prévention, de sensibilisation et des actions de plaidoyer. Georges y a fait allusion. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de maisons en France. Nous avons des mécènes privés et des mécènes publics. Et ça, c'est formidable parce qu'il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour arriver à faire fonctionner ces maisons. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop longue et je vous propose d'échanger maintenant dans la langue que vous voulez. Ça ne pose pas de problème.